Nous allons débuter cette séance de questions-réponses sur le concours d'entrée en première année. Bonjour à tous. Alors, je vous présente Frédéric Ferrazzola, qui est responsable du pôle admission à Sciences Po Ex. Et pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je suis toujours Franck Biglione, directeur de la formation et des études. Alors, on va procéder comme ce matin, prendre 3 questions à la fois et y répondre au fur et à mesure, donc avec des questions qui sont suffisamment précises, sachant que pour ce concours, vous avez une ressource sur le site du réseau SCPO, le réseau des 7 Sciences Po du concours commun, où vous trouverez à la fois les annales des sujets corrigés, une bibliographie, les attendus des épreuves. Donc, vous avez un certain nombre d'éléments d'information qui figurent déjà sur cette plaquette. On ouvre la séance des questions. Bonjour, alors j'avais une question. Est-ce que vous pensez que pour réussir le concours Sciences Po, il est indispensable de faire une prépa, par exemple tremplin, ou est-ce qu'on peut suffisamment s'en sortir seul si on s'entraîne? La réponse est non. Vous avez une préparation qui vous est proposée par le réseau des Sciences Po au travers d'un partenariat, une convention qui reconnaît cette prépa. Le directeur vous l'a dit ce matin, pour ceux qui étaient là, c'est la préparation de tremplin, d'abord parce que les tarifs sont raisonnables et parce que la préparation est sérieuse. Les tarifs raisonnables, vous avez un tarif boursier qui est prévu dans le cadre de cette préparation, et c'est une préparation en ligne, donc qui déjà garantit l'égalité territoriale entre les candidats. Vous avez des documents qui vous sont communiqués, des corrections, donc c'est une préparation sérieuse. Elle n'est pas indispensable pour réussir le concours. En ce qui concerne les préparations publiques qui sont souvent gratuites dans les lycées, moi je vous invite à y participer si elle est proposée dans votre lycée. Pour ce qui est enfin des préparations privées, je tiendrai le même discours que ce matin. Nous n'avons aucun lien avec ces préparations privées, donc je ne vais ni vous recommander, ni au contraire vous dissuader de faire ces préparations. Sachant que ce n'est pas indispensable, vous avez un certain nombre de candidats qui passent par ces prépas parce qu'ils estiment que c'est nécessaire. On vous prémâche un petit peu le travail, on vous accompagne. Ça dépend, je pense, de votre degré de maturité, d'autonomie. C'est un élément à prendre en compte. Donc, il n'est pas indispensable de passer par une prépa pour intégrer Sciences Po Ex ou un Sciences Po du réseau. Bonjour. Je voulais savoir où se passait le concours quand on est, par exemple, domicilié sur la région. Où se passe le concours? Où est-ce qu'il faut bouger sur les autres annexes? Merci. Donc, l'affectation se fait en fonction de l'adresse qui est renseignée dans Parcoursup. Donc, après, c'est une répartition par département que vous retrouvez sur le site du réseau. Donc, si vous allez sur le site du réseau SCPO, vous avez la carte de France des départements et les départements qui sont rattachés au centre d'examen. Voilà, donc si vous voulez savoir dans quel centre vous allez passer le concours, il faut regarder cette carte. Donc, vérifiez bien aussi l'adresse qui est dans Parcoursup, parce que quelquefois, elle date de la première. En terminale, on a déménagé, mais il y a toujours l'ancienne adresse dans Parcoursup. Donc, vérifiez dans Parcoursup l'adresse qui y figure. Et enfin, il se peut que le centre d'examen dans lequel vous êtes affecté soit complet. À ce moment-là, vous êtes rebasculé vers un autre centre d'examen. Voilà. Ça arrive rarement, ça arrive surtout en région parisienne parce qu'il y a beaucoup de candidats qui sont issus de cette région-là. Sur Aix, ça n'a encore jamais eu lieu. Voilà. Bonjour. Statistiquement, ça serait pour savoir quels sont les taux de réussite l'année du bac et à bac plus 1 pour se rendre compte à peu près voilà, des répartitions. Merci. Je ne suis pas certain qu'on ait encore des statistiques, mais dans le passé, on était à 50-50 de mémoire. Alors, il faut juste faire le distinguo entre candidat et admis, parce que la proportion, elle peut varier entre le nombre de candidats au concours, où on a vu vraiment baisser le nombre de candidats à bac plus 1 et le nombre de bacheliers de l'année augmenter.
Par contre, dans le taux des admis, c'est vrai qu'on est plutôt moitié-moitié. Bonjour, je voulais savoir concernant les questions contemporaines, donc ça serait pour l'année 2025. On sait qu'il y a un des deux thèmes qui est reconduit. À partir de quelle date on connaît l'autre thème, avec donc la bibliographie conseillée qui est associée? Le second thème, le nouveau thème, est arrêté en général après la délibération du jury de concours et est annoncé début septembre. Sachant que pour les élèves de première, vous pouvez déjà commencer à travailler sur le thème qui va être maintenu. C'est juste pour savoir quelles options il faut prendre quand on rentre en classe de première pour pouvoir après intégrer Sciences Po. Alors, la question avait été posée ce matin, donc je vais apporter la même réponse. Vous le comprendrez que celle qu'a apporté le directeur. Il n'y a pas d'option requise pour présenter le concours de Sciences Po Aix. Les 3 épreuves qui sont proposées, l'épreuve de langue et l'épreuve d'histoire notamment, correspondent au programme et aux modalités d'exercice du tronc commun du baccalauréat. Donc, peu importe les spécialités retenues. Pour l'épreuve de questions contemporaines, elle suppose de travailler ses qualités d'écriture, ses références, sa réflexion. Et ça, je pense qu'on le retrouve dans toutes les spécialités proposées. Sachant que l'entrée à Sciences Po est aléatoire. On a environ 10% de candidats qui sont admis. Lorsqu'on choisit ces spécialités, il vaut mieux privilégier d'abord ces centres d'intérêt personnel. Il faut se faire plaisir aussi lorsqu'on étudie, mais aussi tenir compte du fait que dans un éventuel plan B, en cas d'échec au concours, certaines formations exigent ou conseillent des spécialités particulières. Donc, si vous avez déjà un plan et un projet en cas d'échec au concours d'entrée, privilégiez plutôt ces options. Pour Sciences Po, il n'y a pas d'option recommandée puisque, comme je vous le disais, tout se fonde sur le tronc commun ou sur un travail personnel déconnecté de ces spécialités. Est-ce que le concours Sciences Po se déroule sur une seule journée ou sur 2 jours? Sur une seule journée, donc en règle générale, c'est 9h midi, 14h, 17h. Épreuve de questions contemporaines le matin et histoire et langue l'après-midi. Questions contemporaines, de quelle manière faudrait réviser les 2 thèmes de façon à pouvoir, je sais que c'est pas forcément possible, mais de pouvoir envisager à minima les éventuelles possibilités de sujets qui pourraient tomber et ainsi avoir des références un peu partout. Donc, comment faudrait réviser ces 2 thèmes? Vous avez 2 thèmes, vous aurez 2 sujets. Alors, vous avez différentes possibilités, soit des sujets, un ou des sujets qui portent sur le croisement entre les 2 thèmes. Et là, avec l'alimentation et le corps, moi j'ai déjà quelques idées de sujets, mais je ne connais pas les sujets, donc c'est intuitif. Soit des sujets qui portent sur l'un ou l'autre des thèmes. Donc, par définition, dans la mesure où vous ne connaissez pas les sujets, moi je vous invite à travailler les 2 thèmes. Travailler les 2 thèmes parce que, à supposer que vous n'en travaillez qu'un et que le sujet qui est proposé sur ce thème ne vous inspire pas, vous réduisez vos chances d'admission. Quelle est la meilleure méthode pour se préparer au concours? Est-ce qu'il y a-t-il des manuels à recommander? Alors, sur le site du réseau, donc c'est réseau SCPO, vous trouverez pour les questions contemporaines et pour l'histoire une bibliographie indicative. Après, il y a des grands manuels d'histoire qui sont des classiques que vous trouverez très facilement dans les bibliothèques et documentations de vos établissements. Au-delà, le directeur l'a indiqué, vous pouvez explorer des références personnelles. Il ne s'agit pas simplement d'ouvrages. Vous pouvez élargir sur ces questions. Vous pouvez élargir à tout autre type de support, que ce soit des tableaux, que ce soit des sculptures, que ce soit des films. Donc tous les arts peuvent être mobilisés. Tout comme
toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Vous avez également des éditeurs qui, lorsqu'ils connaissent les 2 thèmes du concours, compte tenu du nombre de candidats, publient quelques semaines après des ouvrages de synthèse, vous prémâchant un petit peu le travail. Alors ça peut être un support intéressant, sachant que, comme vous l'a indiqué ce matin le directeur, il faut que votre copie soit un petit peu originale, un petit peu singulière. Les correcteurs vont se retrouver en présence de 50, 60, 100 copies. Si vous mobilisez tous les mêmes références, si vous développez tous les mêmes idées, au bout d'un moment, rien ne distinguera votre prestation de celle des autres candidats. Et vous risquez même de fatiguer un petit peu le correcteur. Donc lorsqu'il y a une copie qui est un peu singulière, dans le bon sens du terme, originale, qui mène une réflexion un petit peu personnelle, c'est toujours valorisant. Donc pour l'histoire, comme je vous l'ai dit, vous avez un certain nombre de références. Et pour les épreuves de langue, regardez un petit peu les annales qui sont proposées sur le site. Moi, je vous invite à lire la presse étrangère en lien avec la langue que vous allez passer. Souvent, il s'agit d'un article de presse récent, et une partie des questions, alors déjà l'essai qui vous sera demandé portera sur la thématique de l'article, et les questions porteront sur l'article. Vous avez une partie compréhension, une partie expression écrite, essai. Donc avec ces différents éléments, je pense que vous êtes armé pour préparer le concours. Bonjour, est-ce que le statut de sportif de haut niveau peut aider à rentrer? Alors, le statut de sportif de haut niveau n'aide pas à entrer à Sciences Po Aix. En revanche, pour les sportifs de haut niveau, nous avons un dispositif d'aménagement d'études qui vous permettra de concilier votre activité sportive et vos études. Alors, quand je dis aménagement d'études, ça ne veut pas dire que vous aurez des matières en moins. La seule matière dont vous serez dispensé, c'est le sport. D'accord? Mais pour toutes les autres, vous les subirez, mais de façon étalée. C'est-à-dire que on vous proposera, dans le cadre d'un échange, on vous proposera, dans toute la mesure du possible, de lisser vos matières dans le temps, notamment en fractionnant la première année en 2 années. D'accord? Je ne vais pas faire un emploi du temps pour chaque sportif de haut niveau. Donc, il faudra tenir compte aussi de l'emploi du temps des 160 étudiants. Mais en général, on n'a pas de difficulté pour faire en sorte que sur des demi-journées, vous aurez un peu plus de 20 heures par semaine en temps normal. Avec un aménagement, vous aurez 10 heures de cours par semaine, plus un travail personnel. Bonjour, moi j'avais des questions sur les parcours. Comme il y a un parcours franco-allemand, oui. Je voulais savoir s'il y avait un parcours franco-anglais. Si c'était 2 admissions différentes, donc un concours différent, est-ce qu'on peut se présenter aux 2, franco-allemand, franco-anglais, et en parallèle la première année classique? Est-ce qu'on a le choix de son centre d'examen également? Voilà, si vous pouviez nous éclairer. Alors, je n'ai pas entendu intégralement votre question. Alors, le franco-allemand, je peux y répondre. Donc, Aix, il y a un parcours franco-allemand. Oui. Est-ce qu'il y a un parcours franco-allemand, sachant que ce parcours franco-allemand donne lieu à une procédure particulière de sélection. C'est un concours spécial qui constituera un choix supplémentaire sur Parcoursup, sur les 10 choix qui vous sont proposés. Un concours spécial avec un parcours lui aussi spécial. C'est-à-dire que le franco-allemand propose 15 places au recrutement avec des épreuves de sélection comparables. La seule différence, c'est qu'il y a une épreuve d'oral en allemand supplémentaire pour la cohorte française dans ce concours. Mais pour le reste, vous aurez une épreuve de langue allemande, par définition, histoire et questions contemporaines. Il n'y a pas de programme pour l'épreuve de questions contemporaines. Elle repose sur les matières et les thématiques de la philosophie en terminale.
Et si je peux compléter ma question, est-ce qu'il y a également un concours franco-anglais, alors pas à Aix, mais dans les IEP en général? Pas à Aix, vous avez peut-être dans d'autres Sciences Po, mais ici on est déconnecté du concours commun. Vous avez peut-être dans d'autres Sciences Po des parcours franco, espagnol, italien, allemand, pas à Aix en tout cas. Donc pour des précisions, je vous conseille de regarder les sites des différents Sciences Po et de leur demander directement des renseignements parce que je pourrais vous dire des bêtises. D'accord. Et on peut présenter les deux concours en parallèle, c'est ce que Tout à vous disiez. fait. Les concours n'ont pas lieu au même moment. Merci. Bonjour. Est-ce qu'il y a une recommandation sur une alternative de première année en cas d'échec au concours après bac pour optimiser les chances de concours à +1? Alors moi je suis un peu réservé en fait sur cette voie idéale. Il faut savoir que le concours présente, je vous disais, une part d'aléa. Donc on peut échouer la première année et échouer à nouveau au second passage. Donc lorsqu'on choisit une alternative à la première année de Sciences Po, il faut penser, je pense, à mon sens, d'abord au centre d'intérêt de l'élève et au fait qu'il puisse prolonger cette première année d'un cursus complet comme alternative à Sciences Po, voire comme un moyen de candidater en 4e année sur dossier. Donc je pense que c'est un point important. Ensuite, les formations, celles qui seraient le plus évidentes, c'est le droit, l'économie, l'histoire, la science politique ou des CPGE, des classes préparatoires. Dans tous ces cas, vous restez proche on va dire, de la philosophie des départs. Mais il faut toujours avoir un projet derrière. Il ne faut pas se dire je m'inscris en droit dans le seul but de repasser le concours. Peut-on faire une année de césure entre l'obtention du bac et le concours? Effectivement, Parcoursup permet aux étudiants, aux candidats de faire une césure, mais ce n'est pas possible dans le cadre de Sciences Po Aix. C'est-à-dire que si vous réussissez le concours et que vous demandez une césure, vous perdez le bénéfice du concours. Quelle est la spécificité de Sciences Po Aix? Pardon, en termes de spécialité, parce qu'on a d'autres particularités que vous a signalé déjà largement ce matin le directeur. Alors, il y a dans les 2 dernières années, effectivement, dans tous les Sciences Po, des spécialisations. On a des spécialisations qui sont communes, que vous allez retrouver dans tous les Sciences Po. Les spécialisations à destination des carrières publiques, du service public, la communication, l'Europe, les relations internationales. Vous les retrouverez à peu de choses près dans tous les IEP avec des formats à la marge un petit peu originaux, mais le fond reste le même. Alors, les spécialisations d'Aix, on en a un certain nombre. On a une formation qui est unique, un parcours qui est unique, qui s'intitule Géostratégie, Défense et Sécurité internationale. Alors, vous le savez peut-être, on a des relations particulières avec les questions liées à la sécurité, à la défense, au renseignement. Ce parcours, cette spécialisation, en constitue une illustration. On a également un master spécialisé, c'est un bac +6, labellisé par la conférence des grandes écoles, autour du renseignement. Et on a un partenariat avec l'Académie du renseignement, qui est une structure publique qui forme l'ensemble des agents des services de renseignement français. On a également une voie de parcours du diplôme de Sciences Po en partenariat avec l'École de l'Air. C'est-à-dire que certaines personnes entrent en 4e année et au bout de 3 ans sont diplômés de Sciences Po Aix, diplômés du master Géostratégie, Défense et Sécurité internationale. Et durant ces 3 ans, ils sont aussi diplômés ensuite de l'École de l'Air. Et durant ces 3 ans, ils sont élèves officiers. C'est-à-dire que vous entrez dans cette formation, vous êtes déjà fonctionnaire. La deuxième particularité tient à la préparation au concours. On a une longue tradition de préparation aux concours administratifs, avec de très bons taux de réussite. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais chaque année, on a entre 13 et 16 admis au concours de la magistrature, de l'École nationale de la magistrature. Avec
pour moitié au moins des étudiants qui ont été intégralement formés ici. C'est-à-dire que ce sont des purs produits de Sciences Po Aix. L'autre moitié provient d'autres Sciences Po ou de la faculté de droit. Mais on a aussi de très bons taux de réussite dans les concours de la Banque de France, par exemple, dans les concours de la police ou de la gendarmerie. Là aussi, il y a une tradition particulière à l'établissement. On a également une spécialisation, on est le seul Sciences Po de la façade méditerranéenne. Et on a une spécialisation tournée vers le monde arabe et musulman. Pour vous donner simplement un ordre de grandeur, on n'a pas parlé des langues ce matin, mais lorsque vous étudiez à Sciences Po, vous devez suivre obligatoirement 2 langues, l'anglais et une seconde langue. Et parmi les secondes langues, il est possible de débuter l'arabe, le chinois, le russe ou le japonais en première année. On a environ 50 étudiants sur les 160 de la promotion de première année qui s'initient à l'arabe durant cette année. Et cette initiation leur permet à la fois de s'orienter vers les relations internationales, vers la sécurité et la défense, mais aussi vers des métiers en lien avec la recherche en sciences sociales. Ce matin, le directeur vous a parlé de Bruno Etienne, qui était un professeur d'université spécialisé sur les questions du monde arabe et musulman. Vous avez un parcours de master qui est original à Sciences Po Aix, qui ouvre au métier de la recherche en sciences sociales, orienté vers cette zone géographique. On a une spécialisation aussi qui est originale, c'est l'Europe et l'Euro-Méditerranée. Sachant que par rapport à la précédente, vous avez des ponts et des jonctions. L'Euro-Méditerranée amène à étudier l'ensemble des pays de la façade méditerranéenne. Alors, avant de partir sur la prochaine question, si vous le permettez, j'ai eu quelques questions en aparté à l'extérieur sur les questions d'aménagement des épreuves. Alors, je ne sais pas si les personnes qui avaient posé ces questions ont pu venir et avaient réservé leur place, mais ça peut concerner un certain nombre d'entre vous. Donc, les questions de tiers-temps ou d'aménagement, peut-être en dire un mot sur les procédures. Oui, donc si vous êtes en terminale et que vous avez déjà des aménagements pour le baccalauréat, normalement, ils sont reconduits automatiquement pour le concours d'entrée. Bon, il faudra quand même fournir la liste des aménagements auxquels vous pouvez prétendre avoir droit, mais c'est valable. Par contre, pour ceux qui font une demande d'aménagement maintenant, donc si vous êtes en terminale, c'est par rapport soit à la maison départementale du handicap ou un médecin agréé par la CDAPH. Si vous êtes à Bac+1, c'est la médecine préventive de l'université qui gère. Donc, en principe, on essaie d'accorder l'ensemble des aménagements qui sont proposés. De toute façon, à partir du moment où on a des aménagements un peu particuliers, on va rentrer en contact avec le candidat pour voir avec lui ce qui est absolument nécessaire, ce qui l'est moins, etc. Mais voilà, donc si vous êtes en cours de demande d'aménagement et si, par exemple, vous souffrez d'une 10, par exemple, quelle qu'elle soit, et que vous avez besoin d'un ordinateur, il faut le signaler, parce que ça aussi, on peut mettre à disposition des candidats des ordinateurs avec éventuellement un logiciel de type Antidote dessus. Donc ça, il faut en faire la demande, parce que si vous nous fournissez un aménagement qui ne le précise pas, on ne pourra pas le mettre en place par mesure d'égalité avec les autres candidats. Voilà, donc en principe, on satisfait entre guillemets à toutes les demandes d'aménagement, voilà, sauf si éventuellement on nous demande, voilà, par exemple, de traduire en braille un sujet à 3 semaines de l'examen, c'est sûr que là, ça risque de ne pas être possible. Voilà, mais sinon, tout ce qui est aménagement tiers-temps, ordinateur, sortie pendant les épreuves, etc., ça en principe, c'est quelque chose qu'on maîtrise et il n'y a pas de souci là-dessus. Une question de la salle vidéo. Alors, allez-y, et vous prenez la parole ensuite, monsieur. Merci. Donc, quel est le taux de réussite au concours commun? Alors, je ne vais pas le calculer de tête, mais on va dire 13 000 candidats aux 100 places. Voilà, donc ça vous fait à peu près, je pense, dans les 8%. 8-9%.
Alors après, ça dépend des années. Ça dépend des années parce que ça dépend du nombre de candidats. Le nombre de places, lui, reste à peu près aux alentours de 1100 places, quelles que soient les années. Par contre, le nombre de candidats, il peut augmenter et il pourra peut-être augmenter cette année parce qu'apparemment, cette année, il y aura plus de bacheliers que l'année dernière. Donc, si cette augmentation des bacheliers se reporte sur le concours commun, ça risque de faire baisser encore le taux d'admission. Donc, j'ai deux questions. La première sur le concours. Pour un étudiant qui passerait le concours au niveau terminal et ne réussirait pas le concours, mais qui aurait un projet différent d'une formation, par exemple, passerait un an à travailler ou un an à l'étranger, etc. Est-ce qu'il peut quand même repasser le concours à Bac+1, même s'il n'a pas été inscrit dans une formation universitaire? Et la deuxième question, c'est pas sur le concours, vous avez parlé des masters. Un étudiant qui serait pris, par exemple, ici à Aix, et ferait ses 2 premières années, plus l'année à l'étranger, est-ce que s'il est intéressé par des masters qui se font dans d'autres Sciences Po, dans d'autres IEP, parce qu'entre-temps, en fonction de son projet, il a évolué, est-ce qu'il y a possibilité à ce moment-là de demander à rentrer dans un master dans un autre IEP, ou inversement, s'il est ailleurs et qu'il veut revenir faire un master qui est ici? Alors, pour l'heure, sur la première question, oui. S'il passe le concours l'année du bac, peu importe ensuite ce qu'il fait l'année qui suit, s'il a échoué au concours, il pourra présenter à nouveau le concours d'entrée. Sur la question de la mobilité entre IEP après la 3e année, en l'état, la réponse est non. En l'état, la seule mobilité qui est organisée, c'est une mobilité qui intervient au titre de la mutualisation en 5e année. Je vous l'ai dit, en l'état. Peut-être que les choses évolueront par la suite, mais pour l'instant, on ne peut partir d'un Sciences Po qu'après avoir validé sa 4e année. Ce qui n'empêche pas les étudiants, parce que vous en avez certains qui... je ne sais pas si vous êtes familier du système LMD, c'est un système donc d'harmonisation européenne des formations. Chaque année donne lieu à l'attribution de 60 crédits ECTS. Au bout de 3 ans, vous avez 180 crédits. Quand vous êtes à l'université, vous obtiendrez une licence. Nous n'avons pas de diplôme intermédiaire. Mais dans certains cas, avec une attestation de 180 crédits, vous pourrez aller suivre, vous inscrire dans une formation de niveau master. Mais vous renoncez au diplôme de Sciences Po Aix dans ce cas-là. Quel est le classement du dernier admis au concours? Le rang du dernier admis, je crois que on est dans les 1200 et quelques classés sur Parcoursup, 1250. Le rang d'appel Parcoursup. Voilà. Alors, juste pour élargir un peu la réponse, en fait, sur le nombre de candidats classés par Parcoursup, j'allais dire, si vous sortez, on va dire, jusqu'au 600 ou 700e rang, vous allez avoir le choix du Sciences Po. Voilà, en principe. Quand vous commencez à arriver vers 800, 900e, il y a des Sciences Po qui vont être remplis. Et si vous arrivez en queue de classement, vous aurez uniquement le choix de l'IEP dans lequel il reste de la place. Voilà comment ça marche. C'est-à-dire que vous choisissez votre affectation en fonction de votre rang de classement. Alors après, c'est vrai que d'une année sur l'autre, ça peut varier un tout petit peu parce que voilà, les attentes des étudiants varient. On est un choix parmi 10, donc il y a des candidats qui se désistent, mais on s'aperçoit que le gros de notre effectif est stabilisé au bout d'une dizaine de jours, après la publication des résultats. Mais c'est vrai qu'après, il y a quelques places qui peuvent se libérer. Mais c'est vrai que quand on est 1800e, ça commence à devenir très compliqué pour avoir une chance d'intégrer un Sciences Po. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Techniquement, comment le choix se fait? Est-ce qu'il faut déjà dans Parcoursup En fait, non, parce que dans Parcoursup, vous allez faire vos 10 vœux. D'accord? Pour Sciences Po, quand on va publier les résultats, ce que je disais, c'est que, mettons, vous êtes 1000e, on va vous proposer 4 Sciences Po. Sur ces 4 Sciences Po, soit vous en acceptez un, soit vous mettez des vœux en attente, je sais qu'il y a une proposition meilleure qui vous soit faite.
Voilà. Mais vous n'ordonnancez plus vos vœux comme c'était le cas à l'époque pour APB, où vous étiez obligé de faire un choix du 1er au 10e. Là, en fait, c'est pour Sciences Po, quand vous avez le rang de classement, ben, on va vous proposer, on va vous dire, ben voilà, il reste Aix, Toulouse, Lyon. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous voulez Saint-Germain? Vous allez voir marqué dans Parcoursup, vous êtes 50e sur liste d'attente à Saint-Germain. À ce moment-là, vous mettez vos vœux en attente et vous attendez qu'une place se libère à Saint-Germain. Et ainsi de suite. Et il va arriver un moment où vous n'aurez plus le choix, vous aurez 48 heures pour vous décider, parce que les vœux sont gelés, en fait, et ou vous acceptez, ou vous désistez. Et à partir du moment où vous acceptez un vœu, les autres vœux disparaissent. Oui. Alors, c'est un vœu. Le réseau est un seul vœu d'un Parcoursup. Voilà. Vous cochez. Non, vous cochez, en fait, un seul vœu, mais le vœu correspond à l'ensemble des Sciences Po du réseau. Oui, bonjour, je voulais savoir si c'était possible de rentrer à Sciences Po Aix en dehors du concours, par exemple en master, ou au fil du parcours de l'étudiant, en fonction des listes dossiers, ou est-ce qu'il y a des concours spécifiques en dehors du concours de première année pour intégrer un réseau Sciences Po? Voilà. Alors, c'est pour vous? Alors, le directeur l'a dit, on a un parcours du diplôme en formation continue. Alors, les conditions d'accès, il y a un examen d'entrée, il faut justifier d'un bac plus 3 qui peut être obtenu par une validation des acquis professionnels. Alors, je rassure les jeunes qui sont ici, si vos parents entrent à Sciences Po par cette voie, vous ne les verrez jamais. Ils ont des cours dédiés. Ils seront là le vendredi et le samedi, vous ne les croiserez pas. Et on a eu des précédents. On a eu au moins 3 cas où parents et enfants s'étaient retrouvés à Sciences Po en même temps. Et c'était plutôt sympa pour les révisions notamment, où les enfants donnaient un coup de main à leurs parents. Mais il y a des parcours bien isolés et donc sur le site, vous aurez des informations sur ce parcours particulier qui donne lieu à la délivrance du même diplôme, c'est le diplôme de Sciences Po Aix, valant grade de master. Alors pour entrer à Sciences Po, dans la mesure où on a de multiples formations, si on reste sur le diplôme, l'accès au diplôme est sélectif dans toutes les voies, que ce soit dans le concours en première, en deuxième ou en quatrième année. On a également des voies de sélection spécifiques mais marginales, notamment avec un certain nombre de grands lycées qui disposent de classes préparatoires, qui sont des lycées partenaires avec lesquels nous avons conventionné. Ces lycées peuvent nous proposer 2 élèves de CPGE, de deuxième année de classe préparatoire, 3, pardon, peuvent nous proposer 3 noms. Et nous sommes tenus d'en prendre aucun. C'est-à-dire qu'on peut très bien, si on le souhaite, en prendre 3, mais 2 ou 1, voire 0. Il n'y a aucune garantie. C'est une voie qui reste sélective, qui reste très sélective. On a aussi une voie d'accès en quatrième année, pour rester sur les cas particuliers, par la voie du concours BEL. La banque d'épreuves littéraires. Donc, là aussi, on a très peu de candidats qui sont admis. Ça doit être 2 ou 3 par an, je pense, plus, qui viennent. Voilà. En fait, sur l'ensemble des candidats qui passent, donc qui sont inscrits à la banque d'épreuves littéraires, ils peuvent faire le choix d'un Sciences Po. Donc, sur l'ensemble des candidats, en fait, on en retient 60. De ces 60 viennent à peu près 20-25 candidats passer un oral. Et là-dessus, on en retient à peu près une dizaine. Et en fait, on doit avoir 2-3 inscrits par an. Bon, voilà, c'est une voie qui existe, il faut la connaître. Elle est réservée, bon, effectivement, aux étudiants qui sont en CPGE. Mais ça reste relativement marginal comme voie d'accès, en fait. Enfin, on a des formations qui sont des diplômes d'établissement pour les adultes, dans une palette assez large de domaines. Pour vous donner simplement quelques illustrations, laïcité, droit et pluralité religieuse. On a un certificat de gestion des ressources humaines, de gestion des risques, de communication stratégique et institutionnelle, d'expertise judiciaire, de formation à l'expertise judiciaire, de prévention des risques psychosociaux.
Donc il y a une palette très très large. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur notre site, vous avez des stands avec toute une série de brochures. Pour ces formations, les voies sont moins sélectives. Il faut une motivation particulière et en général une certaine expérience du domaine visé. Enfin, on gère des diplômes nationaux de master par convention avec l'université et vous pouvez également, enfin, les étudiants, voir, puisqu'ils sont proposés en formation continue leurs parents, vous pouvez intégrer des masters. Mais cette fois, vous n'intégrez que la dernière année de formation, l'année de spécialisation, sachant que à la sortie, vous n'aurez que le diplôme national de master et pas le diplôme de Sciences Po Ex. Et là, la sélection s'opère sur dossier. Toutes les procédures d'admission sont décrites sur le site de Sciences Po. Vous avez un onglet admission avec les dates et les procédures prévues. J'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il existe des bourses dans le cursus? Alors, donc, nous sommes un établissement public ouvert aux bourses du Crous. Donc, oui, effectivement, vous pouvez être boursier chez nous. Après, vous pouvez avoir aussi, au moment de votre mobilité en 3 ans, une bourse de mobilité. Voilà. Alors après, ça dépend quel type de bourse était entendu dans la question. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, on est éligible aux bourses du Crous dans le cursus de Sciences Po, tout à fait. Sachant que les critères d'éligibilité aux bourses du supérieur sont plus larges que les bourses du secondaire et que vous avez différents échelons. Dès lors que vous avez un statut de boursier, vous n'acquittez aucun droit d'inscription dans l'établissement. La formation est gratuite. Et on a environ 25-30% de boursiers dans nos effectifs. Pouvez-vous revenir sur le CEMAC et le CEAL? Nous avons créé deux diplômes complémentaires qui portent sur des langues et on va dire des compétences juridiques, économiques, historiques, politiques sur des zones géographiques. Alors le CEMAC, c'est certificat d'études sur le monde arabe contemporain. Alors c'est une formation qui est suivie par les élèves qui choisissent l'arabe en première année. C'est une formation sur 2 ans qui s'ajoute au diplôme de Sciences Po Ex. C'est-à-dire que les élèves vont suivre durant l'année 80 heures de cours supplémentaires en première et en deuxième année. À l'issue de cette formation complémentaire, elles vont disposer d'un diplôme supplémentaire. Un certificat, c'est un diplôme d'établissement, certificat d'études sur le monde arabe contemporain, qui attestera à la fois de leur niveau linguistique, parce que je ne vous l'ai pas indiqué, mais lorsque on débute le japonais, l'arabe, le chinois ou le russe à Sciences Po Ex, on double le volume horaire, c'est-à-dire que on n'a pas 20 heures de cours de langue, mais 40 heures par semestre, donc 80 heures sur l'année. S'y ajoute, pour ceux qui suivent ce certificat, des cours sur l'économie du monde arabe, sur l'histoire, sur le système politique, pour permettre d'avoir à la fois des compétences linguistiques, mais aussi des compétences en sciences sociales sur cette zone. On a un même dispositif pour l'Espagne et l'Amérique latine. Le CEAL, c'est le certificat d'études sur l'Espagne et l'Amérique latine, avec un schéma comparable. C'est un diplôme qui est suivi en première et deuxième année, qui correspond à 80 heures supplémentaires au total, et qui donne lieu à la délivrance, après des examens, au bout de la deuxième année, d'un diplôme d'établissement supplémentaire. Donc le directeur vous indiquait que lorsqu'on entre à Sciences Po, on sort avec 2 diplômes au moins, 2 diplômes au moins, le diplôme national de master de l'université, de rattachement, Aix-Marseille Université, le diplôme de Sciences Po Ex, et éventuellement le CEMAC ou le CEAL pour ceux qui le suivent. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour le CEMAC sur le monde arabe contemporain, on a une 30aine d'étudiants inscrits, et pour celui qui porte sur l'Espagne et l'Amérique latine, on est sur une petite dizaine. Comment se passe l'admission en deuxième année? C'est un concours qui ressemble au concours de première année, avec une épreuve de questions contemporaines, qui a le même format, avec 2 thèmes différents. Cette année, l'Europe et l'individualisme.
une épreuve de langue, parmi les 4 langues européennes, italien, allemand, espagnol ou anglais, et une épreuve de spécialité. C'est là qu'il y a une petite différence avec le concours d'entrée en première année, une épreuve de spécialité sous forme de dissertation qui peut porter sur le droit constitutionnel, la science politique, l'histoire ou l'économie. Et le choix de cette épreuve de spécialité dépend de la L1 que l'étudiant a suivie l'année où il passe le concours. Donc les modalités sont comparables. On a 30 places qui sont proposées, 30 places qui sont spécifiques à Aix, et l'année dernière, on avait 400 candidats, 360 candidats. Pour s'inscrire au concours pour un lycéen, ça se passe sur Parcoursup entièrement? Tout à fait. Pour le concours d'entrée en première année, la seule plateforme d'inscription, c'est Parcoursup. Voilà. Du début, enfin, de l'inscription jusqu'au paiement, tout se fait dans Parcoursup. Bonjour, j'ai une question sur les correcteurs des copies. Les correcteurs des copies sont tous issus de l'équipe pédagogique des Sciences Po? Oui, et je ne donnerai pas de RIB ou de nom, parce que on a peur des risques de corruption. Oui, il s'agit de personnes qui relèvent de l'équipe pédagogique, alors élargie, soit des personnes qui enseignent en ce moment à Sciences Po Aix, soit des personnes qui ont enseigné, parce que, pour vous donner un ordre de grandeur, on a 50 enseignants en poste à Sciences Po Aix, et c'est le cas de tous les Sciences Po, hein, et on a 450 enseignants vacataires, chargés d'enseignement vacataire, que l'on trouve parmi les enseignants de langue. Notamment, on n'a pas d'enseignants, par exemple, en poste pour le chinois, le japonais ou le russe. Donc, on a recours à des enseignants, alors soit de l'université, soit des lycées, des gens qui sont agrégés, qui ont toutes les compétences requises. On a des hauts fonctionnaires qui interviennent également dans nos murs. On a des universitaires d'Aix-Marseille Université ou d'autres universités. Et enfin, on a des cadres supérieurs du secteur public ou du secteur privé, suivant les spécialités qui sont attendues. Donc, toutes les personnes qui interviennent dans les évaluations sont des personnes que l'on connaît et qui interviennent pour une grande majorité à l'heure actuelle à Sciences Po Aix, ou qui y sont intervenus et dans lesquels on a une confiance absolue. Pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au concours de deuxième année, donc ça veut dire qu'il y a un concours d'entrée en première année, on fait notre première année, et après, pour pouvoir envisager de continuer notre cursus Sciences Po, il faut passer un concours de deuxième année, ou c'est un concours externe? Je peux bien comprendre en fait. Le concours d'accès en deuxième année permet d'entrer à Sciences Po si vous n'y êtes pas déjà. Si vous y êtes, vous avez des examens de fin d'année qui vous permettront de passer dans l'année supérieure. Mais comme l'a indiqué, je crois que c'était une des questions ce matin qui avait été posée, on a des taux de réussite de la première à la dernière année qui sont, pour les personnes qui ont passé l'examen, qui sont proches de 100%. Il y a très peu d'échecs. Alors ensuite, s'il y a des taux qui sont inférieurs, c'est parce que certains étudiants partent en césure. Le directeur vous l'a indiqué ce matin. Cette année, pour donner un ordre de grandeur, on a 40 étudiants qui ne seront pas diplômés parce qu'ils ont opté pour une expérience universitaire ou des stages à l'étranger ou en France durant une année où ils sont inscrits, mais ils n'ont pas d'obligation de suivre des enseignements dans l'établissement. Mais hormis ces cas-là, et hormis les quelques personnes qui quittent en général assez tôt l'établissement parce qu'elles se sont aperçues que ça ne correspondait pas à leurs attentes, les personnes qui entrent font l'objet d'un encadrement personnalisé. On a 160 étudiants en première année qui auront des cours magistraux dans cet amphithéâtre, pour moitié à peu près du volume, et des conférences de méthode. Conférences de méthode qui comptent 20 élèves par classe. Donc, il y a un suivi personnalisé. On est en présence d'étudiants qui sont appliqués, qui sont motivés, qui disposent de certaines aptitudes et compétences. Donc, le taux de réussite est excellent dès lors que la sélection s'est opérée pour l'essentiel en amont. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler une fois qu'on est dans la maison, mais je pense que les étudiants ont pris le pli et s'investissent. Plus haut du concours, c'est-à-dire qu'à partir de quelle note vous pensez qu'on va potentiellement être pris, pas pris, et quelle serait la meilleure et la pire note, un peu les limites?
La meilleure 20, la pire 0? Non, blague à part. Ça varie d'une année sur l'autre, en fait, parce que c'est un concours, donc on ne connaît pas le niveau des candidats à l'avance. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir on va dire que sur la liste que l'on communique à Parcoursup, et la liste des candidats qui vont être sur la liste d'appel. Le dernier peut une année avoir 12 de moyenne, l'année d'après ça peut être 11,5, l'année d'après ça peut être 12,5. Donc si on devait faire une fourchette, je dirais que si vous avez une moyenne générale aux épreuves qui est aux alentours de 12 ou 11,5, vous allez être sur la liste d'appel. Après, de savoir si vous allez être intégré et dans l'IEP que vous souhaitez intégrer, là, c'est complètement aléatoire et je ne pourrais pas vous répondre. Je ne pourrais pas vous dire, par exemple, Aix, c'est 14 de moyenne. Parce que une année, ça peut être 14, l'année d'après, ça peut être 13,5, l'année d'après, ça peut être 15. Donc, c'est quelque chose qui est très aléatoire. Et surtout que Parcoursup intercale des candidats boursiers dans son classement, qui sont des fois classés un peu plus loin. Donc, ça bouleverse encore une fois les choses. Alors, quand vous allez avoir vos résultats sur Parcoursup, il y a des chiffres qui vont être liés à ça, des rangs de classement, des listes d'appels, etc. Maniez-les avec précaution. Voilà, parce que ce n'est pas non plus une vérité établie. Voilà. Oui, c'est le principe du concours. En fait, peu importe la note brute, tout dépend combien de personnes vous avez avant vous. J'avais une question sur les études à l'étranger. Donc, c'est la 3e année qui se passe à l'étranger. Je voulais savoir quelles étaient les options sur l'IEP d'Aix en particulier. Et est-ce qu'il y a aussi des possibilités de faire des années de césure entre la 3e et la 4e année pour faire une autre année à l'étranger dans un autre pays? Oui. Alors, je réponds à la dernière question. On peut faire une césure entre la 3e et la 4e année. Ou entre la 4e année et la 5e année. On ne fait qu'une année de césure dans le cursus. Parce qu'on pense un peu aux parents. On n'a pas gardé vos enfants ici pendant 10 ans. Sur la question des modalités de déroulement de la 3e année, soit l'élève passe une année dans une université étrangère à étudier et à passer des examens requis, soit on a des systèmes qui sont de plus en plus prisés d'années mixtes, un semestre en université et un semestre en stage, toujours à l'étranger, dans une administration, une entreprise, une ONG, une association, soit les étudiants ont la possibilité de faire 2 stages. 2 stages à l'étranger toujours, et dans les structures que je vous ai citées précédemment. Et on a aussi un dispositif, alors qui est une niche, mais qui peut intéresser certains, d'un semestre à l'école centrale Méditerranée, à Marseille, où nos étudiants sont mêlés avec des élèves ingénieurs pour certains cours. Alors, tous les cours, il n'y a pas trop d'équations et de chiffres, mais les thématiques qui sont abordées dans ces écoles d'ingénieurs sont proches de celles que l'on étudie. L'économie, l'environnement, l'énergie. Mais on n'étudie pas sous des angles comparables. Alors, là, on entre dans les questions techniques. Pour ceux qui sont entrés Alors, pour les stages, c'est libre. Chaque étudiant cherche son stage. Pour les universités, ceux qui sont entrés en première année sont classés en fonction des résultats obtenus à la fin des examens de la première année et de leur choix. Donc, il y a un système de classement au mérite. Les élèves expriment des choix et ensuite, on a un logiciel qui mouline et qui les affecte dans les choix auxquels leur donne droit leur classement. Pour ceux qui sont entrés en 2e année, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va prendre en compte les notes du concours et on va opérer une péréquation avec la note moyenne obtenue par les élèves de première année. Et ils seront interclassés dans la liste des candidats par ordre de mérite. Et en fonction de ce classement, les élèves à qui on a demandé de faire plusieurs choix obtiendront le premier, le deuxième ou le troisième choix qui leur est qu'ils avaient. Est-ce qu'il y a une prépa publique pour le concours de Sciences Po dans la région? Je sais que certains lycées proposent, alors sous forme
d'ateliers le mercredi après-midi ou quelquefois le samedi, un accompagnement au concours. Alors on peut pas parler vraiment de prépa, mais on a des enseignants en général d'histoire ou d'économie qui prennent de leur énergie pour accompagner les élèves. Donc si une telle prépa existe dans votre lycée public, profitez-en. Bonjour. En fait, j'ai 2 questions, je m'en excuse. La première, c'est sur le classement des 12 000 candidats qui passent les examens. À l'arrivée, on a une note moyenne, j'imagine. Et comment est effectué le classement du 1 jusqu'au 12 000, s'il y a des notes qui sont identiques? Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question. Alors, le classement s'opère par ordre de mérite, au regard des notes obtenues dans les différentes épreuves du concours. D'accord. Et s'il y a égalité? C'est par rapport au coefficient des épreuves, en fait. S'il y a égalité entre plusieurs candidats qui ont la même note, comment on fait pour les... Si les candidats ont la même moyenne, ils n'ont pas forcément les mêmes notes aux épreuves. D'accord. D'accord. Donc, si vous avez une épreuve qui a coefficient 3, elle va commencer, on va prendre la note dans l'épreuve de coefficient 3, puis après la note dans l'épreuve de coefficient 2, puis la note dans l'épreuve de coefficient 1. Voilà. C'est comme ça qu'on va ordonner le classement pour une même moyenne générale. D'accord. Voilà. Par contre, si vous avez un candidat qui a exactement la même moyenne et les mêmes notes de partout, il aura le même rang, en fait. Ils feront le choix en même temps, les deux. J'ose espérer que c'est le cas. D'accord. Voilà. Non, c'est pas évident pour moi. Oui, non. Après, j'allais dire, ça arrive pas souvent. Parce que soit ça arrive en queue de classement, et à ce moment-là, bon, ça n'a pas d'impact. Et si ça arrive on va dire, jusqu'au millième, ils auront un choix qui leur sera proposé, quoi qu'il en soit. Donc, j'allais dire, il n'y en a pas un qui va être pris et l'autre qui va rester sur le carreau. Voilà. D'accord. Et si je peux, ma deuxième question est sur l'admission en deuxième année. Je suis désolé de revenir dessus. De ce que je comprends, le concours d'admission en deuxième année, il est propre à Sciences Po Ex. C'est pas un concours global sur les 8 IEP. Et est-ce qu'il faut avoir validé un bac plus 2 pour présenter cette mission en deuxième année, ou on peut le faire juste avec le bac? Alors, c'est un bac plus 1 validé ou en cours de validation. Si vous êtes en cours de licence, en première année de licence, le concours a lieu au mois de mars. Vous pouvez le présenter avant d'avoir votre première année de licence. Et si vous êtes admis, ce sera sous réserve de l'obtention de la première année de licence. Voilà. Et il est spécifique à Aix, tout à fait. Merci. Bonjour. Vous parliez d'élèves boursiers interclassés dans Parcoursup. Est-ce le cas également dans le classement du concours IEP? Alors, j'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est le cas également dans le concours IEP? Est-ce qu'un élève boursier, au niveau du classement mais c'est la règle IEP, Parcoursup, en fait. Donc, elle s'applique à tous les classements. Donc, c'est valable pour le concours d'entrée en première année, tout à fait. D'accord. Et après, dans le choix de l'IEP, si on est boursier, est-ce qu'on a une priorité dans le choix de l'IEP ou pas? Non. Non, d'accord, merci. Non, alors, attention, je module un peu la réponse. Il me semble que dans l'affectation, si jamais il devait y avoir un effectif qui dépasse la capacité d'accueil du centre, il me semble que les étudiants boursiers et les étudiants avec aménagement sont prioritaires par rapport aux autres. Au niveau de la copie du concours de première année, comment, par exemple, surtout pour l'épreuve de questions contemporaines, comment elle doit être présentée, cette copie au niveau de... Il y a une présentation imposée, ou c'est... Alors, allez sur le site du réseau et vous avez dans les attendus de l'épreuve justement les consignes par rapport à la présentation de la copie, sur est-ce qu'il faut un plan apparent ou pas, voilà, est-ce qu'il faut souligner les parties. Donc vous avez les informations sur le site du réseau. Alors, en fait, chaque Sciences Po détermine un nombre de places ouvertes au concours. Voilà. Et donc, au total, ça fait 1100 places. Et selon le positionnement des candidats qui reçoivent une réponse, vous pouvez avoir un Sciences Po qui, par exemple, a 100 places, qui va être rempli peut-être plus rapidement qu'un Sciences Po qui a 150 places et qui va sortir justement du classement. Parce qu'il a atteint sa capacité d'accueil, tout simplement. De la rapidité, pas forcément, parce que j'allais dire, quand Parcoursup va ouvrir, il va y avoir ce qu'on appelle un appel en bloc, donc des propositions qui vont être faites aux candidats.
il y a un temps de délai parce que vous pouvez pas faire un oui définitif, je crois, avant 4 ou 5 jours. Mais après, j'allais dire, ils vont se prépositionner et en fonction du nombre de oui définitifs, bon, il va y avoir un nombre de places qui va être pris et ainsi de suite. Et donc, il y a un moment donné, il y a un Sciences Po qui va être rempli, donc il va sortir des propositions faites aux candidats qui seront appelés après. Voilà. Mais de notre côté, vous pouvez avoir des places qui vont se libérer au bout de 3 semaines dans des Sciences Po qui ont été demandées plus fréquemment au départ. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est difficile d'arriver à donner une tendance en fait, parce que c'est aléatoire et ça dépend des années, tout simplement. Bonjour. Je voulais savoir en fait à quelle date vont avoir les résultats de confirmation des vœux définitifs du coup sur Parcoursup. Parce que vous disiez que par exemple il pourrait rester 4 vœux à la fin, mais à quelle date on aura la confirmation définitive? Et je voulais savoir également au niveau des logements Crous, est-ce qu'il faut anticiper la demande de logement Crous avant le résultat définitif, faire déjà le dossier logement, ou est-ce qu'il faut le faire après? Alors, pour répondre à votre deuxième question, je ne sais pas, parce que je ne gère pas du tout le volet social, si vous voulez, à Sciences Po, mais par contre, si vous allez sur le site du Crous, au niveau du dossier social, ça doit être indiqué, parce qu'en principe, les dossiers se font au mois d'avril. Par là. Avril, je crois que c'est la clôture pour déposer le dossier. Donc là, les dossiers doivent être ouverts, je pense, en ce moment. Et je pense que par la même occasion, vous faites la demande de logement. Par contre, après, la publication des résultats d'un Parcoursup, c'est le 30 mai, et après, ça suit le calendrier Parcoursup. Alors, c'est vrai que on a rarement, en fait, à la première vague qui s'arrête, je crois, à peu près mi-juillet, en règle générale, on ne rappelle plus derrière parce qu'on a nos effectifs. Voilà, donc en septembre, on ne refait pas tourner la moulinette Parcoursup pour récupérer des candidats, parce qu'en fait, en tout cas pour Aix, on a atteint notre quota, j'allais dire au mois de juillet.